Le projet Tribord qu'on a lancé fin 2015, je crois, à l'Agence nationale des fréquences. Donc Françoise va vous présenter ce qu'est cette agence, que finalement vous connaissez en fait sans connaître, je pense. Donc ce projet Tribord est très intéressant parce qu'il va permettre d'agglomérer, de reconsolider pas mal de données des systèmes métiers de la NFR qui sont assez divers et nombreux. C'est bien, allez-y Françoise. Merci. Donc effectivement, bonjour à tous, je m'appelle Françoise Martinez et je suis chef de projet informatique à l'Agence nationale des fréquences. Donc je vais d'abord vous présenter qui nous sommes parce que effectivement vous avez sûrement eu affaire un jour avec quelque chose qui touche de près ou de loin la NFR, mais vous ne connaissez pas forcément, c'est très peu connu en fait. Donc ensuite je vais vous présenter le projet en lui-même, l'architecture de la plateforme, l'utilisation d'un des composants qui s'appelle Quardesk, l'un des composants de cette plateforme. Et puis, on verra ensuite un exemple métier sur le contrôle du spectre et un bilan du projet à ce jour. Alors, ce projet n'est pas terminé, c'est quelque chose qui est en cours et donc ça a été voulu de façon modulaire. Et on est à peu près à 50% de ce qui est souhaité. Donc l'Agence nationale des fréquences, alors d'abord il y a deux mots, il y a agence et puis il y a fréquence. Donc les fréquences, ce sont toutes les fréquences radioélectriques, le spectre des fréquences. Donc vous avez sûrement utilisé ne serait-ce que des télécommandes ou des outils, des drones, des choses comme ça. Donc il y a forcément derrière de la technologie. Et donc le spectre des fréquences est une ressource qui n'a pas de frontières et il est nécessaire de la gérer collectivement parce que le danger, c'est le brouillage. Et donc, il faut une gestion intelligente de cette ressource partagée pour pouvoir fonctionner collectivement avec des nouveaux outils. Vous avez tous entendu parler 3G, 4G, 5G, et donc derrière, pour que ça fonctionne, il faut une gestion intelligente des fréquences radioélectriques. Donc le spectre est une ressource rare et donc qui est, comme je vous le disais, gérée collectivement à plusieurs niveaux. Donc il y a un niveau mondial. Donc c'est l'Union internationale des télécommunications, donc qui est une agence des Nations Unies et qui se trouve à Genève, en Suisse, et qui existe historiquement depuis 1865 et qui a pris beaucoup d'ampleur dans les années 30 au début du développement de la radio. Et donc le travail de cette instance, c'est de gérer ce qu'on appelle le RR, le règlement des radiocoms, qui est la Bible mondiale, si vous voulez, le tableau de répartition mondial des bandes de fréquences. Et puis au niveau régional, au niveau de la Terre, il y a donc pour l'Europe le CEPT, qui est ce qu'on appelle la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications. Donc c'est quelque chose qui existe depuis 1959 et qui a été créé à Montreux en Suisse avec au départ 19 États lors de sa création. Il y en a 48 maintenant, donc Europe élargie, qui adhèrent et qui gèrent ensemble donc le spectre radioélectrique au niveau européen. Et au niveau national, c'est la NFR justement, donc Agence nationale des fréquences, donc qui s'occupe du tableau national de répartition des bandes de fréquences, entre autres, et qui fait de la prospective et de la gestion. Donc la NFR, c'est un EPA, qui est un établissement public administratif, qui a été créé il y a une vingtaine d'années par la loi de réglementation des télécommunications. Elle est dotée d'une personnalité morale propre, d'une autonomie juridique et financière, et elle est placée sous la tutelle du ministère de l'économie. Et elle peut être sollicitée par le secrétaire d'État chargé du numérique. Et donc, elle a pour mission principale la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation donc du domaine public qu'on appelle les fréquences. Donc, on va voir de façon rapide les différentes implantations. Donc, on est une toute petite agence en fait, 310 agents, avec 6 directions, 11 implantations en métropole,
4 antennes dans les dom-toms, et puis des compétences territoriales qui sont indiquées sur la carte. Donc chaque centre correspond à une compétence territoriale, et la direction générale se trouve à Maisons-Alfort, pas très loin d'ici. Donc, quelle est la mission, enfin une des missions principales de l'Agence nationale des fréquences, c'est de s'occuper du TNRBF, le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Donc là, vous en avez un exemple. Vous avez un petit exemple. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans la partie métier parce que ça, c'est pas trop mon domaine. Si vous avez des questions pointues, il y a un représentant dans la salle, j'ai vu des directions métiers. Il est où? Là-bas. Hop. Voilà. Donc, Monsieur Vezon qui s'occupe du métier vraiment des fréquences. Moi, je suis plutôt à fournir des outils. Après, qu'est-ce que les utilisateurs font avec, je ne sais pas toujours. Donc, la gestion le spectre radio-électromagnétique regroupe l'ensemble des ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence, de leur longueur d'onde, de leur énergie, et il est divisé en bandes. Donc, vous voyez des tranches de couleurs. Donc, le spectre est divisé en grandes catégories qui ont chacune leur spécificité. Et en France, la gestion du spectre, elle est partagée entre 9 affectataires. Donc, ce sont 9 ministères et autorités qu'on appelle des affectataires et qui disposent de droits sur certaines bandes qui sont exclusives ou partagées. Par exemple, l'armée, le ministère de l'Intérieur, etc. sont des affectataires qui ont des tranches réservées. L'ARCEP, qui est l'opérateur télécom, est un affectataire qui utilise des bandes spéciales aussi, qui sont pas les mêmes que celles de l'armée pour des raisons de sécurité. Et donc l'ANFR œuvre au bien commun de tous ces affectataires et donc organise la planification, la répartition du spectre, et pour une bonne cohabitation des utilisateurs, elle contrôle l'utilisation des fréquences et le respect des règles. Donc elle s'occupe aussi de la gestion fine de certaines bandes, des bandes télécom pour l'ARCEP, parce que l'ARCEP n'a pas forcément les outils pour faire cette gestion. Donc c'est l'Agence nationale des fréquences par convention qui fait cette gestion fine. Et puis elle s'occupe aussi, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du dégagement de la bande 700. Donc pour pouvoir réutiliser cette bande pour des nouvelles technologies, il y a actuellement en cours un certain nombre de déplacements de certaines technologies qui sont dans cette bande actuellement et qui sont en cours de déplacement. C'est un certain travail, il faut faire de la prospective, de la planification, et donc c'est le rôle de l'ANFR. Et son rôle aussi, c'est de travailler avec l'UIT dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'instance mondiale, et donc l'agence travaille aussi avec cette instance mondiale. Donc le projet Tribord en lui-même, donc il s'agissait donc de mettre en place une plateforme décisionnelle, parce qu'avant, bon, bien sûr le décisionnel existait, hein, chaque direction, chaque niveau de métier faisait ses statistiques et faisait remonter ses agrégations, mais c'était fait de façon manuelle en quelque sorte, c'est-à-dire que le système d'information de l'agence, c'est en gros 80 applications avec 4 bêtes serveurs, tout est virtualisé. Et il y a en gros une vingtaine d'applis qui sont des applications majeures et pour gérer les stations, les réseaux. Et donc chaque application fournissait ses données qui étaient soit au format Excel, soit au format des bases, pour être pour être retravaillé ensuite pour agréger et former les tableaux de bord qui remontent dans les directions. Donc il y a eu un souhait de fournir des outils un peu plus modernes et d'avoir une gestion un peu plus rapide, un peu plus moderne, et avec possibilité de plugger de la cartographie et de faire du prédictif. Et donc la démarche projet, donc il y a eu une étude préalable avec recensement des outils qui étaient déjà utilisés. Donc on a fait un benchmark avec plusieurs plateformes qui ont été testées, donc Tableau, Beetle par exemple,
Ensuite, il y a eu un choix d'architecture et d'outils qui ont été faits avec l'architecte informatique et les différentes parties prenantes. Et puis ensuite, un CCTP et un cahier des charges très classique et un appel d'offres avec marché public. Et donc, c'est la société Atoll qui a été titulaire donc, de ce marché. Et donc, les choix qui ont été retenus au niveau de l'étude, c'était donc de réutiliser des outils déjà présents en interne, parce que pour le développement de l'observatoire, par exemple, il y avait déjà l'outil BERT qui était utilisé, il y avait déjà des applications qui utilisaient en interne sur les morceaux de systèmes d'information dédiés sur certains domaines métiers. Il y avait déjà des outils comme Kettle, par exemple. Et donc, il a été décidé donc, de les réutiliser. Et puis, il y avait déjà aussi une direction métier qui utilisait un petit peu l'outil qu'on appelle Beetle et dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, il a été décidé aussi d'utiliser de l'open source, le développement progressif, mode agile. Donc, pas de gros cahiers des charges et on développe tout d'un coup comme on le fait quelquefois sur certaines applications. Là, il a été décidé de faire du modulaire et des choses progressivement. Et pas de mode SaaS. Enfin, la NFR, pour des raisons de sécurité, gère ses données. Et donc, on n'a pas de... Par exemple, l'outil Beetle, il a été monté en cloud privé et pas en mode SaaS, comme c'est le cas habituellement avec ce genre d'outils. Donc, dans l'appel d'offres, on a imposé un certain nombre de prérequis. Donc, on a imposé d'utiliser Kettle dans sa version libre. On a imposé un entrepôt de données en PostgreSQL. Donc, majoritairement, à l'agence, on a des bases Oracle et un petit peu de PostgreSQL déjà, mais majoritairement, en grande majorité, des bases Oracle. Donc, il a été imposé aussi d'utiliser un ordonnanceur, d'utiliser Quartz, qui est un ordonnanceur libre. Voilà. Et donc, il a été imposé aussi d'avoir des formats de restitution standards, donc du PDF et de l'Excel, parce que les directions métiers ont l'habitude de travailler en Excel et dans les personnes qui font de la statistique chez nous, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des fichiers Excel et on n'allait pas leur chambouler tout du jour au lendemain. Et l'objectif, c'était de travailler dans la continuité et de permettre aux gens de continuer de ne pas tout révolutionner et de leur permettre de travailler avec leurs méthodes habituelles. Donc, l'outil d'analyse Beetle, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est un outil français, c'est une construction française, et c'est un outil d'analyse qui peut se plugger sur n'importe quelle base de données. Et donc là, on a fait le choix de ne pas le mettre sur les bases métiers, mais de le mettre sur l'entrepôt de données pour faire de l'analyse fine et du prédictif éventuellement quand les métiers, quand ça sera mûr, parce que pour l'instant, on en est encore au début. Et donc, le choix a été fait de le monter en cloud privé, c'est-à-dire que les serveurs sont installés sur les plateformes techniques de la NFR, avec mise à jour une fois par an, donc des versions, mise à jour de la version de l'outil Beetle une fois par an. Pour l'instant, ça pourra évoluer. Si un jour il y a des grosses évolutions et qu'on veut le faire évoluer plus souvent, on verra. Donc, les principaux objectifs de ce projet, c'était de satisfaire la diversité des consommateurs, parce qu'il y a une grande diversité de métiers à l'agence, et chacun avait des préoccupations différentes, et ça, c'est pas forcément évident de satisfaire tout le monde en même temps. Donc, de croiser des sources de données très diverses, parce que les différentes applications ça fait plutôt silo. Pour l'instant, on a des silos de données qui sont pas forcément croisés d'une application à l'autre. Donc, de permettre l'historisation de certaines données, parce qu'effectivement, il y a des agrégats qui n'étaient pas historisés, et donc le fait d'utiliser une plateforme décisionnelle, ça permet de garder certains historiques de statistiques. Et donc, un autre objectif, c'était de lisser la charge et de coller aux besoins métiers et de faire progressivement un développement modulaire et de rester conforme à nos critères habituels de fonctionnement, c'est-à-dire que l'agence a l'habitude d'externaliser ses développements, mais pas ni les installations ni l'exploitation. C'est-à-dire que ce sont des équipes informatiques de l'agence
qui exploitent les applications et qui génèrent les exécutables, c'est-à-dire que les sociétés avec lesquelles on travaille, on n'a pas de développement interne, et donc on externalise les développements par appel d'offres, c'est-à-dire que les sociétés avec lesquelles on travaille nous livrent du code et de la documentation. Et ensuite, les exécutables sont générés en interne à l'agence, on fait les compilations, et ensuite on installe. Et donc sur des applications comme ça, on a en général entre 2 et 4 plateformes selon les applications, parce qu'on a des plateformes de recettes, des plateformes de pré-production et la plateforme de production, enfin voilà, en fonction de la complexité du domaine concerné. Là, sur le projet Tribord, on a fait le choix d'avoir 2 plateformes seulement, une plateforme de recettes et une plateforme de production. On n'a pas de pré-prod pour l'instant, on verra si c'est nécessaire par la suite, si le projet va se complexifier, donc on se reposera la question ultérieurement. Donc la situation sur le projet, donc le titulaire, c'est la société Atoll. Donc en exploitation, on a le socle et 3 des modules qui étaient prévus au départ. Donc en cours, on a 2 modules qui sont en cours de recette et un autre module qui est en cours de développement, plus des évolutions sur les 3 modules qui sont déjà en exploitation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des évolutions réglementaires, parce qu'il y a une des applications qui est en train de bouger et qu'il faut que le décisionnel suive. Et puis la grosse évolution future, c'est de se plugger sur le projet SURF. Donc en fait, l'agence a fait par ailleurs le choix de révolutionner son système d'information. Et donc une partie des applications métiers, dont les applications réseau, station et le fichier national des fréquences, vont être remplacées par un progiciel qui est en cours de... Donc le marché a été passé très récemment avec la société LS Télécom. Donc il s'agit du système qui s'appelle Spectra. Et donc le projet de l'ANFR, qui s'appelle SURF, c'est d'avoir une version spécifique, puisqu'il y a une partie de spécifique quand même qui va être implémentée. Donc d'avoir son outil intégré de gestion de fréquences pour remplacer une partie du système d'information qui était vieillissant. Et plutôt que de refaire des applications spécifiques, il a été fait le choix d'unifier tout ça dans un seul outil. Les bonnes pratiques, il a été fait le choix de se recentrer autour des bonnes pratiques, en fait, parce que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de spécifiques à l'agence parce qu'il n'y avait pas d'outils sur le marché intégrés permettant de faire le métier de l'agence. Donc, il y a eu beaucoup d'outils qui ont été... c'est de la haute couture, en fait. Hein. C'était des choses très spécifiques. À partir du moment où il y a des sociétés, plusieurs sociétés sur le marché qui ont commencé à construire des outils pour faire cette gestion, et on se recentre autour des bonnes pratiques. Donc l'agence a fait le choix de suivre ces bonnes pratiques et elle a fait une étude comparative sur plusieurs outils et elle a choisi l'outil LS Télécom. Et donc c'est quelque chose qui est en cours de construction. Et donc, la plateforme décisionnelle, le jour où cet outil va être en exploitation, il faudra passer, au lieu de se raccorder aux applications métiers, il faudra se raccorder sur l'application SURF. Ceci dit, les données, ça sera une base de données Oracle, donc ça ne va pas trop changer. On changera les connecteurs et à mon avis, il y a très peu d'évolution. Les données métiers ne vont pas changer comme ça, et je pense qu'il y aura ce sera pas une très très grosse évolution. Actuellement, on a des grosses évolutions métiers qui sont à mon avis plus importantes que ce que représentera cette évolution, on changera le branchement. Je vais vous montrer tout à l'heure non, c'est maintenant, c'est pas tout à l'heure, c'est maintenant. Donc l'architecture de la plateforme, et donc c'est quand même très très modulaire, et donc actuellement. Donc il y a une partie centrale, donc qui est la partie socle, et donc il y a un infocentre qui est en Postgre. Donc il y a des jobs qui tous les jours font remonter les données des bases de données métiers. Donc ce qui est en exploitation actuellement, c'est la partie donc radio maritime, FCS qui est le fichier de contrôle du spectre, et aide financière. La base en PostgreSQL qui est en bas. Donc ça, c'est en exploitation. Les aides financières, c'est dans les plusieurs réorganisations du spectre qui sont en cours.
Ça a des impacts au niveau des particuliers pour les antennes, la modification du matériel pour recevoir la télévision, par exemple. Et donc, il a été décidé à un niveau gouvernemental de mettre en place des aides financières pour que les personnes qui sont impactées par ces changements de technologie puissent s'adapter aux nouvelles technos. Et donc, l'agence a été chargée de mettre en place ces aides financières. Et donc, il y a une application qui a été créée pour ça. Et comme dans cette application, il n'avait pas été prévu du tout de statistiques, en fait, ou très peu, en fait, la statistique a échu normalement sur la plateforme décisionnelle. Donc, c'est une des premières applications qu'on a raccordées parce que, effectivement, elle avait pas en interne ce qu'il fallait pour suivre l'activité. Et donc, il y a des évolutions en cours sur cette plateforme d'aide financière. Et donc, une des évolutions en cours de développement sur projet Tribord, c'est de s'adapter à cette prochaine évolution d'aide financière. Et donc, les autres modules, donc Station, FNF et Sumatra, sont en cours de développement à des niveaux différents. Station est en fin de recette, c'est-à-dire qu'on a... on va passer en production très prochainement, c'est presque terminé. Il y a encore quelques anomalies en cours de correction. Et puis là, on a un atelier cette semaine, en fin de semaine, pour brancher Beetle. Donc on va s'occuper de la fin de la chaîne, parce que brancher Beetle, ça vient en bout de chaîne, en fait. Et donc le FNF, il est c'est en cours de début. On en est à monter le fichier matriciel, la matrice des cas, donc on commence. Les développements ne sont pas encore commencés. Et donc on utilise donc Kettle, qui est donc le TL pour aller chercher les données dans les bases métiers, donc que de la lecture. Et on a implémenté une couche qui s'appelle QuartzDesk, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est un IHM pour gérer avoir une vision sur une console web, gérer le passage des jobs et avoir une vision de planification et de surveillance. Et donc, une fois que les données sont dans l'entrepôt, donc ça, c'est tous les jours. Donc, une fois que les données sont dans l'entrepôt, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va générer des cubes avec Pentao et utiliser donc deux grandes parties. Donc, la partie Saiku et la partie BERT, c'est-à-dire qu'on génère des fichiers PDF à destination. Donc, il y a plusieurs usages. Donc, les fichiers PDF, ils sont destinés à la consommation toutes les semaines des directeurs qui veulent voir, par exemple, leur suivi d'activité sur leur bureau tous les lundis matins. Donc ça c'est sous forme PDF, c'est généré automatiquement avec BERT et ça arrive dans les messageries automatiquement. Donc la deuxième partie, c'est la partie Saiku. Donc là, c'est sur la partie mise en place des requêtes sur les cubes. Donc il y a des requêtes prédéfinies qui sont préfabriquées, préparamétrées, et puis la possibilité pour le métier de faire ses propres requêtes à partir du cube, de faire ses propres restitutions. Donc il y a un premier niveau d'analyse qui est possible avec Saiku. Et puis la couche la plus lointaine en fait, c'est ce qu'on met en place en dernier, c'est la partie restitution-analyse avec Beetle, donc qui est un outil décisionnel du marché. Comme je vous disais tout à l'heure, on a fait le choix de le raccorder sur la plateforme décisionnelle et pas sur les bases métiers. On aurait pu aussi faire l'analyse sur les bases métiers directement, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de libérer les bases métiers de cette contrainte de statistique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle n'avait pas toutes les fonctionnalités de restitution nécessaires, et puis pour éviter de la charge de développement que ça pouvait représenter d'améliorer les restitutions existantes, et puis aussi pour la raison que comme il a été fait le choix de remplacer une partie du système d'information par un progiciel, on n'allait pas toucher aux applications qui étaient concernées par ce remplacement, et donc on a automatisé en fait les restitutions nécessaires avec une plateforme décisionnelle un peu plus centralisée.
Alors, QuartzDesk, qu'est-ce que c'est? C'est un ordonnanceur, enfin, donc c'est une console accessible depuis un simple navigateur web qui permet de surveiller de tous les jours, de vérifier, de planifier, de surveiller le passage des jobs d'alimentation du data warehouse et de l'archivage des données qui doivent être archivées. Et donc, en fait, QuartzDesk, ça fonctionne avec l'ordonnanceur Quartz, qui est un ordonnanceur libre open source, qui est développé en Java, et qui permet de planifier des tâches et de faire des répétitions en fonction des besoins de la plateforme. Et donc, les jobs sont des jobs Kettle, qui sont donc ordonnancés avec Quartz et gérés avec QuartzDesk. Donc voilà une copie d'un écran QuartzDesk. Donc là, vous voyez tous les jobs qui sont passés, un extrait, parce qu'il y en a un paquet, qui sont passés. Alors là, vous voyez que, bon, on le voit pas bien, mais ils sont pas tous au vert. En haut, il y a les jobs en rouge, ça permet de vérifier, donc effectivement, qu'il y a eu un problème ce jour-là. Donc après, on analyse, on regarde, est-ce que c'est parce que la base était fermée pour maintenance, ou est-ce qu'il y a eu un plantage pour une raison X. Et donc, par exemple, sur l'application Station, en ce moment, on a des plantages réguliers. Pourquoi? Parce que au départ, on avait fait le choix. Cette base, elle est à Brest. C'est encore une des rares bases qui ne soit pas sur le site de Maison Alfort. Et comme elle est à Brest, le fait de rapatrier les données pour le décisionnel, ça mettait 13 heures. Donc, autant vous dire que la bande passante, elle n'était pas jolie à ce moment-là. Et donc, finalement, comme ça, c'était pas possible de passer en production comme ça, parce que la partie donc Station est encore en cours de recette. Donc, c'était pas possible de passer en production de cette façon-là. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place une machine virtuelle à Maison Alfort. Et donc, on transfère la sauvegarde une seule fois et on remonte la machine à Maison Alfort avec 24 heures de décalage. Ça permet deux choses, ça permet de vérifier que la sauvegarde est bonne, ça permet de vérifier qu'on sait la remonter et ça permet d'avoir des données plus faciles pour le décisionnel, parce que là, le job, il met 45 minutes pour tourner, donc ce qui est quand même autrement plus intéressant, et donc libère la bande passante de Brest. Et donc, parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire qu'on a fait le choix aussi, tant qu'on est en mode projet, tous les modules qui sont en mode projet sur Tribord, on plug la recette de Tribord sur la prod des bases métiers et pas sur la recette des bases métiers. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de recéter un indicateur lorsqu'on a des données de prod pour le métier. Quand on demande au métier de valider le calcul d'un indicateur, derrière, il a en tête ses données de prod et pas ses données de recette. Et les données sont beaucoup plus complètes. On est sûr qu'on a la complétude métier. Et de toute façon, on fait que de la lecture. Donc, on a plugué, tant qu'on est en mode projet, on a plugué la plateforme de recettes de Tribord sur les bases métiers de production. Une fois qu'on va passer en production, alors à ce moment-là, on a comme projet, on l'a pas fait encore, mais on a comme projet de de se pluguer sur les bases de recettes. Parce que comme ça, on rentrera dans le cycle de TMA, c'est-à-dire on teste les nouvelles fonctionnalités avant de les mettre en exploitation. Mais tant qu'on était en recette des indicateurs, tant que ce sont les indicateurs qui bougent, il faut les recetter sur les données métiers, sinon c'est trop compliqué de faire on a essayé dans le temps de faire ce qu'on appelle des bases écoles ou des bases de recettes, avec des bases métiers qu'on calibrait d'une certaine façon avec des extractions de données pour pouvoir les réutiliser, les remonter. Et quelle que soit la base métier donnée, c'était toujours une vraie galère et on n'a jamais vraiment réussi à garder ça stable sur plusieurs années. Et donc on est toujours revenu à mettre un export de la base de prod pour tester. Sur un environnement particulier, on monte un export de la base de prod et on teste comme ça et c'est beaucoup plus rapide, on s'embête pas et c'est beaucoup plus fiable en fait, parce qu'au niveau informatique, on a moins de problèmes et au niveau métier, on a des vraies recettes.
Donc l'utilisation de QuartzDesk, donc les principales fonctions, donc c'est planifier un traitement Kettle, consulter l'historique et gérer les traces. Donc ça c'est important parce que quand il y a un job qui s'est planté, on a les traces et donc on peut analyser les logs et avoir des vraies traces. Et le faire à partir d'une console utilisateur, alors que s'il faut aller chercher les traces sur le serveur directement, chez nous c'est pas possible. Même moi en tant que chef de projet, j'ai pas les droits pour aller sur les serveurs. Donc, j'ai pas les droits pour aller faire les commandes dans les couches basses. On l'a eu dans le temps, on l'a fait dans le temps, mais pour des raisons de sécurité, c'est terminé. Donc, on doit passer par. Là, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un bastion pour pouvoir faire descendre certaines commandes au niveau des plateformes, au niveau des serveurs, au niveau des couches basses. Mais là, on vient de passer quelques années de transition. On n'avait absolument plus le droit d'aller sur les serveurs pour des raisons de sécurité, parce qu'on a ouvert par ailleurs le système à l'Internet, et donc il y a des pare-feux, il y a un certain nombre de sécurités, et donc c'est extrêmement, extrêmement verrouillé. Et même sur les plateformes de recettes, on n'avait pas le droit d'aller. Donc là, on est en train de mettre en place ce fameux bastion pour pouvoir quand même ne pas toujours demander à l'exploitation à chaque fois qu'on veut faire un export de données ou passer une requête spéciale. Alors bon, on utilise beaucoup Todd aussi pour passer les requêtes, donc ça effectivement c'est au niveau chef de projet, mais ça permet pas de tout faire quand même. Donc l'outil QuartzDesk, on consulte donc les traces qui sont retournées, et puis on peut envoyer des notifications. Donc on a mis en place un certain nombre de mails automatiques, ce qui fait que je vois arriver sur ma messagerie le matin si les jobs se sont bien terminés ou pas. Et puis obtenir les résultats d'exécution. Donc je peux aller consulter. En général, tant qu'on est en mode projet, je vais tous les matins vérifier sur les deux plateformes, recettes et production. Là, je vérifie que ça s'est bien passé et qu'on a des résultats satisfaisants, et faire de l'analyse quand ça se passe pas bien. Voilà, donc là, je vais vous présenter une partie métier qui a été implémentée, une des premières qui a été implémentée, qui est le contrôle du spectre. Donc, c'est quoi le contrôle du spectre? L'émission, c'est le contrôle des bandes de fréquences terrestres pour le radio maritime, la protection de la réception de la TV, le traitement des brouillages et la surveillance du marché. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Sumatra. Donc, il y avait une des bases qui s'appelait Sumatra. La surveillance du marché, c'est pour les équipements, la conformité des équipements quand vous allez acheter des équipements radio, il y a eu un contrôle sur échantillonnage de l'Agence nationale des fréquences qui vérifie que les équipements sont bien conformes, que vous n'allez pas brouiller le voisin avec ces équipements-là. Alors il y a quand même le traitement des brouillages à côté, parce que malheureusement, il y a quand même encore de temps en temps des petits problèmes. Et donc, ce contrôle, il touche 4800 stations fixes, à peu près 1100 réseaux indépendants, des navires. Bon, il y a 1178 cas de brouillage en 2015. Je ne sais pas trop comment ça évolue dans le temps, parce que je ne surveille pas cette partie-là du métier. Mais bon, voilà, quelques éléments du contrôle du spectre. Et donc la DCS, donc la direction du contrôle du spectre, elle avait des besoins décisionnels pour agréger un certain nombre d'informations concernant les perturbations, le traitement des perturbations, le traitement des contrôles de conformité, les stations radioélectriques et des équipements. Et donc, l'un des objectifs de la mise en place de Tribord, c'était donc de moderniser les statistiques existantes, parce qu'il y avait une plateforme déjà existante, mais qui était très limitée et qui était vieillissante. Et donc, de moderniser donc cette plateforme, enfin de mettre en place des nouveaux outils, et de permettre au métier de se réapproprier un certain nombre de données, en fait, que le métier a du mal
auquel le métier a du mal à accéder actuellement parce que on s'aperçoit qu'il y a eu floraison d'un certain nombre d'outils périphériques avec des bases Access par exemple, donc extraire des bases métiers les données et aller travailler après dans des bases Access. Et donc quand ça devient au-delà d'un certain volume de cette pratique, il est bon de se poser la question de la mise en place d'un outil qui fasse ça de façon un peu plus métier au sens informatique, si vous voulez, hein, au sens sécurité. Donc, mise en place des nouveaux indicateurs et, par exemple, pour la mise en place de faire retourner dans les services régionaux. Donc, sur la carte de France tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait des implantations en région. Et actuellement, ces services régionaux n'ont pas les restitutions voulues, n'ont pas de visibilité, ils ont une visibilité très restreinte sur leur métier. Et donc, un des objectifs de la direction du contrôle du spectre, au travers de ce projet, c'était en finale de mettre en place des indicateurs pour les faire remonter vers les services régionaux. Et donc, c'est le but de l'évolution qui est en cours de préparation, parce qu'on a d'abord privilégié de reprendre l'existant, si vous voulez, en termes de métier, et de mettre en place les indicateurs, des indicateurs fiables au niveau direction. Et donc là, on a ce module, il est en exploitation depuis quelques mois maintenant. Et donc, le métier a commencé à préparer les évolutions nécessaires pour agrandir, si vous voulez, le niveau de consommation des statistiques. Donc, les utilisations de tribord au sein de la DCS. Donc, on retrouve les 3 modules que je vous ai présentés tout à l'heure sur la plateforme. Donc, le module SAICU, donc, qui est ouvert aux responsables d'activité. Donc, ce sont des personnes différentes, en fait, hein, qui utilisent ces 3 modules. Donc, SAICU, il y a une personne de la DCS dont c'est le métier de faire de l'analyse de données, et donc qui était chargée avant des indicateurs. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère, en fait, hein. C'est la personne qui s'occupe des indicateurs de la direction du contrôle du spectre, qui a les habilitations pour utiliser le cube directement dans SAICU. Et donc, il utilise les indicateurs qui ont été montés en prédéfini, plus il a monté ses requêtes propres sur les cubes. Et il y a donc la partie BERT dont je vous ai parlé tout à l'heure déjà, qui donc génère des fichiers au format PDF. Et donc ça, il y a une diffusion, alors mensuelle, semestrielle, hebdomadaire, non pas hebdomadaire, c'est à la semaine en fait, tous les lundis et tous les mois. Donc en fait, elle est en train d'être étoffée, cette partie. C'est-à-dire que pour l'instant, les fichiers PDF sont générés, mais on n'a pas encore complètement mis en place toutes les diffusions, parce que comme c'est prévu pour être modulaire, on a déjà privilégié de mettre en place de mettre en exploitation le cube et les restitutions stables. Et ensuite, le métier a continué à diffuser ces restitutions manuellement, c'est-à-dire dans des mails. Et donc là, on est en train de mettre en place les diffusions automatiques. Et puis, la partie Beetle. Donc, la partie Beetle, elle est en place uniquement sur la partie fichier de contrôle du spectre, donc les utilisations de la DCS, et la partie aide-fi, mais elle est peu utilisée pour l'instant, l'aide financière, parce que le référent métier qui s'en occupe, en fait, il y a des évolutions métiers importantes sur cette plateforme qui sont liées à la mise en place des nouvelles bandes, du dégagement de la bande 700 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est prioritaire pour lui sur les indicateurs. Donc, en fait, c'est une partie qui reste encore à exploiter, ça. Pour l'instant, c'est pas fini. C'est en place, mais c'est très peu utilisé. Voilà. Mais je pense que la montée en charge, elle est prévue pour 2017. C'est quelque chose qui est en place depuis très récemment. En fait, la seule direction qui utilise vraiment Beetle pour l'instant, c'est sur la plateforme Tribord, c'est la DCS. Parce qu'il y a une autre direction de l'international qui avait Beetle par ailleurs, mais sur ses outils propres, enfin sur d'autres, pour faire d'autres
d'autres travaux. C'était pas sur les applications informatiques de l'agence, c'était pour faire ses propres analyses en mode SaaS sur le cloud de Beatle. Donc là, ce sont des choix qui ont été écartés pour des raisons de sécurité. Donc la mise en place de Tribord au sein de la DCS a permis donc le bilan pour cette direction-là, c'est que les indicateurs existants ont été repris. Donc il y a eu une plus grande souplesse pour la constitution de nouveaux indicateurs, c'est-à-dire que le fait d'ouvrir un outil comme Saiku à la personne qui fait les analyses de données au niveau métier, ça lui permet de se créer ses propres requêtes et ça libère le service informatique d'un certain nombre de travaux. C'était ça l'objectif. On était sollicité beaucoup par beaucoup de requêtes et beaucoup de fiches de travaux, en fait, pour des requêtages sur les bases de données. Et donc l'objectif de monter une plateforme comme ça, c'était aussi de libérer le service informatique de tout ce travail de requêtage et de donner la main aux utilisateurs pour qu'ils puissent faire leurs propres requêtes. Et donc, ça a permis aussi d'enrichir certaines données issues des bases métiers, donc des calculs de délai, par exemple. Je pense sur certaines plateformes comme les aides financières et stations. Il manquait un certain nombre d'agrégats dans les bases métiers. Et donc, on a les données brutes, mais à chaque fois qu'on voulait faire des agrégats, il faut retourner au niveau des données brutes et vous n'êtes pas sans savoir que recalculer des délais historiques, c'est très difficile. Donc là, on a pu, avec la mise en place de la plateforme Tribord, agréger un certain nombre de choses et garder l'historique de ces agrégats. Et ça, après, on gagne du temps. On peut les réutiliser et ces agrégations sont dans l'entrepôt. Et donc la mise à disposition donc des métiers pour les métiers donc d'un requêteur simple et accessible. Et donc là on a demandé pour l'instant on a fait des formations individuelles sur Saiku pour les personnes concernées. Et là on a demandé on a commandé une prestation à la société Atoll de nous monter un tutoriel pour une documentation pour que les donner la main aux personnes déjà bien. Bon, je pense que les néophytes, on leur fera toujours des formations, mais il y a des personnes à l'agence qui sont des personnes qui ont la bouteille sur le plan de l'analyse et donc qui seront capables avec un tutoriel de rentrer directement dans le module sans qu'on leur fasse de formation autre que de la prise en main au travers de la documentation. Donc voilà, et donc l'utilisation des sorties Excel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était très important pour le métier parce que ça permet la continuité avec les tableaux de bord existants et la fonction de drill through, c'est-à-dire lorsqu'une analyse donnée pose question et que le métier souhaite l'interroger, on va chercher les données de base qui ont servi à l'agrégation et on peut sortir un tableau Excel avec toutes les stations ou tous les équipements, par exemple pour la partie Sumatra, c'est beaucoup utilisé, toutes les données qui ont servi au calcul de l'agrégat. Et donc ça, cette fonction de drill through, c'est extrêmement important aussi pour le métier, pour analyser ces données. Pour l'instant, l'objectif, c'était surtout de faire de l'analyse, la mise en place du prédictif. Je pense que ça se fera au travers de Beatle. Donc, dans les évolutions à venir, il y a la mise en place de la cartographie. Donc, il est prévu une couche cartographique avec le référentiel géographique de l'agence. Et donc, ça fait partie des choses qui sont prévues. La création de nouveaux tableaux de bord. Donc, pour la DCS, il y a des nouveaux tableaux de bord qui sont en cours de création. Et puis, l'ouverture de l'outil Saiku au OSR pour leur permettre de gérer leurs propres indicateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est...
Là, c'est le métier qui m'a fait cette planche et c'est pas l'ouverture de l'outil Saiku, en fait, parce qu'on va pas ouvrir l'outil Saiku aux services régionaux, on va ouvrir les restitutions automatiques. Donc, c'est les restitutions automatiques qui sortent, qui vont partir vers les services régionaux. Mais voilà. Donc là, c'était un petit abus de langage. Parce que les services régionaux, ils sont à distance et donc on n'a pas prévu pour l'instant de leur ouvrir, de leur donner... pour qu'on puisse leur donner l'accès directement dans le module Tribord, ce n'est pas infaisable, ça sera probablement fait un jour, mais il faut qu'on mette en place la partie habilitation. Une partie habilitation spécifique, une couche d'accès qui n'existe pas pour l'instant, qui est prévue, mais qui n'existe pas, et donc c'est du travail pour Atoll. Et donc le bilan du projet, c'est que malgré donc les difficultés préalables, c'était la diversité des consommateurs, tant sur le plan hiérarchique que sur la diversité des métiers. En fait, il y a des besoins qui sont vraiment très très différents, et actuellement, chaque donnée, chaque application se comportait un peu comme un silo, en fait. Avec chaque direction avait ses applications qui fonctionnaient en silo. Et donc l'objectif, c'est de lisser tout ça. Et puis, donc les avantages de la solution, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le mode agile, la granularité, la modularité. Voilà. Je vous remercie. Merci Françoise pour cette présentation très détaillée. Alors vous inquiétez pas, hein, le planning est géré. Hein. David, tu auras tout le temps, pas de souci. C'est prévu. Est-ce que vous avez quelques questions? Parce que c'est assez dense, hein, ce projet Tribord, je me rends compte là. Oui? Oui, allez-y, vous pouvez utiliser le micro. Oui, bonjour. Je suis étonné de voir la base Postgres utilisée pour un entrepôt de données. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la partie décisionnelle, si vous fonctionnez en mode roll-up, et si vous n'avez pas des problèmes de temps de latence ou des choses techniques qui vont poser des problèmes sur une base de données Postgres? Et je pense que la question, c'est plus pour ceux qui ont développé. Je peux d'abord juste vous donner l'indication que le choix de Postgres a été fait pour se libérer des contraintes d'Oracle, au départ, par l'architecte. Alors après, voilà, sur les raisons techniques, je vais laisser Monsieur Declois répondre. Alors justement, parce que en fait, je sais qu'Oracle, d'un point de vue décisionnel, ne pose pas de problème, et c'est avec intérêt que j'aimerais bien avoir une réponse en tout cas. Alors ça, vous soulevez un point qui est assez intéressant. Je vous invite à échanger avec Benoît Mouchard qui est derrière vous, puisque sur l'Institut de l'élevage, on a vraiment une forte volumétrie. Et là, je crois que Benoît, tu ne vas pas me contredire, on arrivait aux limites de PostgreSQL en fait, hein, avec une 60aine de millions d'enregistrements. Là, la NFR, on n'est pas du tout sur le même volume, donc ça se gère. C'est vrai que si vous avez des tables de fait avec plusieurs centaines de millions de records, en effet, comme on est en mode roll-up, donc relationnel OLAP, va peut-être falloir se poser des questions quant à la technologie de base de données que vous allez utiliser. Et là, peut-être qu'il faut se dire que peut-être une base en colonne, alors open source ou propriétaire, pourrait faire le travail. Je pense notamment au ministère de l'Agriculture, il y a Sybase IQ, par exemple, qui est une base propriétaire. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est un point qu'il faut bien avoir en tête quand vous allez attaquer vos projets BI. PostgreSQL, voilà, c'est très bon dans de l'OLTP, du transactionnel, mais sur du décisionnel, il faut analyser au départ quand même, hein, pour pas aller dans le mur à cause des volumétries. Là, les projets qu'on vous présente aujourd'hui, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Sur le moteur OLAP, Mondrian, il y a quand même pas mal de techniques d'agrégation, de mise en cache, donc c'est quand même plutôt bien fait. Donc on peut s'abstraire de ces problèmes côté Postgre, mais voilà, ça reste PostgreSQL quand même, quoi. Au niveau du cahier des charges, on avait fait une étude préalable au moment de la rédaction du cahier des charges avec un consultant, et donc on a fait une étude de volumétrie. Et donc on a imposé le choix de Postgre aussi à la suite de cette étude de volumétrie. On a vu que c'était possible au moins dans un premier temps. Autre question? Oui? J'avais une question concernant l'utilisation de Beetle. Pourquoi ne pas avoir utilisé les outils de Pentao pour faire du dashboarding, notamment l'outil du monde libre, qui correspond à ce besoin, pour des problèmes peut-être de sécurité, d'administration plus simple, des différents dashboards en fonction des profils? C'est peut-être ça qui vous a... Parce que c'est quand même, ça force à maintenir quand même des compétences différentes. Oui. Alors ce qu'on se dit dans Pentao,
on arrive aussi à le faire, quoi. Oui, alors on l'a fait pour plusieurs raisons. On s'est posé la question, effectivement, d'utiliser Pentao, la version payante. Donc, effectivement, alors ça rentrait pas dans notre budget initial, hein, donc d'utiliser Pentao professionnel. Donc le Pentao libre, il était pas assez par rapport aux besoins des utilisateurs, il n'était pas dans les premiers choix. Et le Beetle était déjà utilisé en interne, en particulier par la personne qui fait de l'analyse sur la base station, et qui était un des projets principaux, puisque la base de station est une des premières, enfin la deuxième en fait, qui va passer dans Surf. Donc en fait, le fait de monter l'outil tribord, un des premiers modules sur cette base de station, c'était de récupérer les données, de faire le minimum de reprises d'indicateurs existants et de récupérer les données pour pouvoir préparer la recette des données, la reprise des données qui vont passer dans Surf. Donc en fait, voilà, c'était un des objectifs, et avec l'outil Beetle, eh bien, on déporte une partie, on donne au métier qui avait déjà la capacité sur Beetle, on donne au métier la possibilité de faire ses propres requêtes, et on lui donne la main, quoi. Question, oui, Ahmed. Dans la suite des questions sur les choix d'outils, pourquoi BERT au lieu de PRD, pour ne pas rester dans la suite? Parce qu'il était déjà utilisé en interne. Il fait partie des choses qui étaient déjà utilisées. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite en interne sur les outils qui étaient déjà connus. Et donc, c'est pour éviter, on a fait ce projet avec l'intention d'économiser, si vous voulez. On n'a pas la possibilité, on est en sous-effectif au niveau du service informatique, au niveau du service du système d'information. Donc, on n'avait pas la possibilité de multiplier le nombre d'outils qu'on ne connaît pas. Et donc, on a fait ce choix-là parce qu'il y a déjà quelqu'un qui connaît très bien. Voilà. Voilà. Une dernière question. Question complémentaire également sur la partie sur les outils. Finalement, pour compléter, est-ce que la pérennité d'utiliser Beetle, en fait, par rapport aux outils qui existent, donc CDE, hein, je pense que c'était ce qui était en tête, ou Ujiko qui nous sera présenté tout à l'heure, et également sur les développements, est-ce qu'il y a un rapport avec les développements et les ressources informatiques dont vous disposez? Est-ce qu'il y a peut-être un problème en termes de compétences dans vos équipes, ou comment vous envisagez la chose à terme? Alors au niveau de Beetle, on s'appuie sur Atoll et sur la société Beetle elle-même, parce que bon, c'est une start-up française, donc on s'est dit qu'on allait aussi aider un outil français. Et donc, bon, pour l'instant, on n'a pas de problème parce qu'ils sont très réactifs. Alors, c'est un outil qui peut se débrancher quand on veut, en fait, hein. Si un jour on veut en mettre un autre en plus, Tableau, par exemple, ou bon, ça, je pense pas, mais on ne sait jamais. Si on veut mettre la partie, par exemple, Pentao professionnel, on peut la rajouter. On peut rajouter une autre couche. C'est quelque chose qui est complètement modulaire. Donc, si un jour on fait le choix de débrancher Beetle, eh bien, on débranchera. Ceci dit, pour l'instant, quand même, j'ai participé à l'étude de la comparative des différents outils. Bon, honnêtement, c'est pas mal. Ça fait des choses bien, hein. Donc moi j'ai trouvé que c'était plus convivial que Tableau. Bon, il faut le faire parce que Tableau a quand même des bonnes fonctionnalités, mais j'ai trouvé que c'était bien. Et c'est le métier en fait. On a fait ce choix aussi en fonction du métier. Le métier a participé au choix de l'outil. Donc voilà. Et donc pour le futur, ben, on n'est pas. On ne sait pas, peut-être que dans 2 ans, on fera le choix peut-être que quand on aura intégré avec Surf, on verra que c'est pas ce qu'il nous faut et qu'on le débranchera et qu'on mettra autre chose. Mais ce projet, il a été pensé de façon justement modulaire pour pouvoir faire cette opération de changement d'outil si on veut. Voilà. Je vous propose merci beaucoup, Françoise. Merci.